Vivier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous dirigez l'Institut supérieur du travail. Alors, quelles sont les missions de cet institut ? C'est un institut qui a été créé en 1969, donc il a une certaine durée. Sa mission, c'est réaliser des travaux d'observation, d'expertise sur les relations sociales en France, dans les entreprises, et puis délivrer de l'expertise, de la formation aussi. Nous formons de très nombreux acteurs de la vie sociale dans les entreprises, des représentants du personnel, des managers, des équipes de direction. Alors, malgré ce travail, on a l'impression qu'en France, le dialogue social, c'est le conflit. Alors, on peut discuter, être formé, ça finit toujours par des grèves. C'est un mal français ? Oui, c'est un mal français, c'est dû à... Il y a deux explications majeures. La première, c'est que depuis la Révolution française, l'État a toujours bridé la libre discussion de la régulation sociale entre acteurs, c'est-à-dire entre patronat et syndicats. L'État s'en mêle. L'État s'en mêle, on le voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire que la vie sociale, ailleurs en Europe, c'est d'abord le patronat et les syndicats, des négociations dans les entreprises, dans les branches, dans les territoires. En France, l'État gère au lieu de garantir. Et puis la deuxième explication donc que se passe-t-il ? Les acteurs se disent on ne peut pas œuvrer librement entre nous, on nous cornérise, on ne nous consulte pas, on ne nous donne pas les moyens de fonctionner, on va se révolter. Puis la deuxième explication, c'est le XXe siècle, c'est la présence très forte de la pensée marxiste-léniniste sur le mouvement syndical. Est-ce qu'on en est sorti de cela ? On a l'impression qu'une partie des syndicats ont encore ce cerveau reptilien marxiste, donc le conflit, la lutte des classes. Oui, alors le marxisme-léninisme s'effrite tout doucement dans notre pays. Donc oui, réponse oui, l'esprit de négociation, la recherche du compromis durable grandit dans notre pays. Mais il est vrai que nous avons encore le sentiment très appuyé en France que le progrès social ne peut venir que de la grève, de la manifestation, de la lutte, de la barricade. Ailleurs en Europe, mais aussi en France, il y a des syndicats. La CFDT était autrefois accolée à la CGT dans une culture de rupture radicale, de contestation, de révolution. Mais aujourd'hui, vous avez une majorité de syndicats qui sont dans une lecture de la négociation. C'est aujourd'hui la CFDT, mais aussi Force ouvrière, la CFTC, la CFE-CGC, l'UNSA. Voilà, lentement, mais réellement, le syndicalisme français, lentement, mais réellement, évolue vers le réformisme. Malgré cette mutation, les Français n'adhèrent pas en masse aux syndicats. Qu'est-ce qui manque pour que les Français, dès leur premier CDI, se disent « Ah, je vais adhérer ». Essentiellement le service rendu à l'adhérent. Si vous êtes en Suède, vous ne bénéficiez d'une augmentation générale des salaires que si vous avez adhéré à un syndicat et que, deuxième condition, votre syndicat a signé l'accord avec la direction. En France, une toute petite poignée de militants qui sont actifs, qui s'engagent, signent un accord, ça s'applique à tout le monde, qu'il soit syndiqué ou pas. Donc, quel est l'intérêt de se syndiquer s'il n'y a pas un lien entre la cotisation et les services rendus ? Et par ailleurs, on voit surgir régulièrement des coordinations, des collectifs spontanés. On l'a encore vu avec les contrôleurs SNCF, des phénomènes type gilets jaunes. C'est ça aussi qui menace la légitimité des syndicats ? Oui, tout doucement, c'est une sorte d'affaissement du syndicalisme sur lui-même, dû en grande partie à son image d'un syndicalisme de guerre et non pas de construction sociale, mais aussi parce que le syndicalisme n'a pas adapté ses formes d'action syndicale, y compris ses projets. Il est très professionnel, il ne s'est pas ouvert, mais après tout, c'est sa mission, mais il ne s'est pas ouvert aux problèmes sociétaux, donc les engagements, et puis c'est un système en silo, en hiérarchie. Aujourd'hui, les jeunes générations veulent une réactivité grande, ne s'embrigadent pas dans l'action collective, travaillant avec les réseaux sociaux à temps court. Le syndicalisme, c'est une œuvre du XXe siècle. Le fait que dans quelques mois, Philippe Martinez, CGT, Laurent Berger, CFDT, arrivent au bout de leur mandat. Est-ce que ça joue sur le durcissement du conflit sur les retraites ? Non, pas vraiment. Laurent Berger, de toute façon, a été réélu l'an dernier. Il a dit qu'il va passer le relais, effectivement, dans peu de temps, mais la ligne de l'organisation ne changera pas. À la CGT, il en va de même. Il ne faut pas toujours se dire le secrétaire général imprime sa marque. C'est bien souvent le contraire. D'ailleurs, à la CFDT, Laurent Berger a
reçu l'ordre de son congrès, contre sa propre volonté, son propre désir, d'être très intransigeant sur la réforme des retraites. Il est vrai que le congrès de la CGT, qui va se tenir la dernière semaine de mars, va être très sensible. Philippe Martinez s'en va, et la personne qu'il pressent pour prendre sa suite, Marie Buisson, ne fait pas, c'est un euphémisme, l'unanimité. Ça sera une succession compliquée, en effet. Oui, comme Bernard Thibault en 2013. Les cadres sont en colère aussi. On voit la CFE-CGC à la pointe de la lutte contre les retraites. Les cadres se sentent aussi aujourd'hui précarisés, en danger ? Les cadres ont toujours, depuis la création de la CFE-CGC en 1944, eu le sentiment qu'ils étaient le tiers-état du monde du travail, qu'ils étaient ceux qui faisaient les efforts, mais qui n'en récoltaient pas à due proportion les résultats, notamment en termes de cotisation, d'assurance chômage, de retraite aussi. Et donc, ils se sentent un peu floués cette fois-ci. Et puis, ils ont l'impression qu'il n'y a plus d'attachement de l'entreprise, qu'il n'y a plus de fidélité, qu'on peut se débarrasser d'un cadre comme on se débarrassait jadis d'un ouvrier dans la sidérurgie. Oui, c'est exact. Nous avons aujourd'hui dans les entreprises des politiques de ressources humaines, de relations sociales qui sont à court terme et qui, sur les cadres et aussi sur les seniors, sont des politiques souvent, de façon pas trop dure, de départ... d'éviction. Voilà. D'encouragement. Voilà. Hier, j'avais au téléphone le DRH d'une très grande entreprise en France. Je lui demandais que devenait tel cadre d'une usine importante. Elle est partie. Ça voulait dire, on l'a fait partir. La rupture conventionnelle, c'était un faux nez de ce côté-là. Exactement. Oui. On invente des systèmes de ce type. Alors, la rupture conventionnelle avait une utilité. On n'inventait pas des fautes qui n'existaient pas pour se séparer d'un salarié. Oui. Mais c'est vrai que ça a encouragé aussi ce phénomène. Pourquoi on a ce problème avec le travail des seniors en France ? On ne le voit pas dans les pays voisins. Pourquoi chez nous, un vieux, quelqu'un de 50 ans, il n'est plus désirable en entreprise ? Probablement pour deux raisons. La première, c'est qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire des dispositifs qui permettent d'envoyer vers le chômage puis vers la retraite, sans que ce soit une perte financière pour l'intéressé, un nombre important de seniors. Et donc, c'est des dispositifs qui sont utilisés de façon un peu abusive aujourd'hui par les entreprises. Deuxième raison, c'est que la considération apportée aux seniors, c'est quelle tranche d'âge ? C'est jusqu'à 62 ans aujourd'hui, 64 ans demain, mais à partir de quand ? 45 ans, 55 ans, c'est toute la politique de gestion des âges dans la vie professionnelle qui n'est pas travaillée. Et puis aussi, nous avons, mais ça c'est un problème un peu de société, un regard sur la retraite qui est un regard de rupture. Quelqu'un part en retraite et on lui dit, profite bien de ta retraite, comme si la retraite était un profit, comme si la vie au travail n'était pas une vie elle-même, comme si le travail n'était qu'une valeur qui permettait d'accumuler de l'argent pour profiter de la vie après. C'est un gagne-pain, c'est un mal nécessaire, le travail pour les gens. Alors c'est vrai, le travail est une contrainte, le travail est une souffrance, le travail est un moment dur, mais le travail est aussi une période très longue de la vie de réalisation, de travail en équipe, et la jointure entre la vie professionnelle et la retraite n'est pas suffisamment travaillée. Le cumul emploi-retraite, par exemple, n'est pas assez considéré. Former les successeurs. Exactement, les retraites progressives, et ceci pour tous les métiers, tous les niveaux hiérarchiques dans l'entreprise. Au cœur des réformes des retraites, depuis des années, il y a le terme de pénibilité. On a inventé des critères, on les a retirés, on les a modifiés. Est-ce que c'est une illusion de vouloir prendre en compte vraiment la pénibilité, de savoir la mesurer ? Non, ce n'est pas une illusion, d'abord parce que le travail est une peine et que certains métiers sont plus pénibles que d'autres, mais on a, il y a quelques années, mis au point une usine à gaz avec 10 critères de pénibilité qui finalement ne s'appliquent que sur 6 d'entre eux, parce que certains sont très difficiles à mesurer. Là, par exemple, le port de charge d'un ouvrier du bâtiment qui doit monter sur un toit. L'employeur qui a 30 compagnons, doit-il, à chaque fois qu'un de ses ouvriers monte sur une échelle, mesurer le poids de la charge? C'est insupportable, c'est irréalisable. Mais la question de la pénibilité doit pouvoir être traitée. Là encore, entre employeurs et syndicats, dans les branches, on ne traite pas de la pénibilité de la même façon dans une banque ou sur un chantier. On a vu que la réforme des retraites en cours, c'est l'Institut Montaigne qui l'a mesurée, était massivement rejetée. On dit jusqu'à 93% des actifs. Est-ce que c'est une réalité, ce rejet, ou est-ce que c'est moins massif que ça et on en fait de lecture politique ?
Les Français disent, et les sondages l'indiquent, les Français conçoivent qu'il faut réformer les retraites, mais que c'est pas le moment, ou bien c'est pas la bonne réforme. Ils ont vu la nécessité, mais pas l'urgence. Exact. Oui, ou la bonne formulation de cette réforme des retraites. C'est un peu une façon de dire, bah oui, on comprend que d'une façon ou d'une autre, cette réforme arrivera, mais nous on est contre. Et cela peut se comprendre quand on dit à quelqu'un, vous avez votre frère aîné a travaillé jusqu'à 62 ans, vous c'est 64 ans, bah, le sentiment, effectivement, je reprends l'expression, de se dire, je vais pouvoir profiter de ma retraite. Et on n'arrive pas à faire comprendre à ces actifs qu'en travaillant plus, donc en finançant la retraite des personnes âgées, c'est une économie, parce que ce sont des gens qui vont être autonomes, sinon ils seront en dépendance s'ils ont des petites retraites, et donc il faudra aussi dépenser de l'argent. Oui, alors l'approche arithmétique, l'approche financière, comptable est très difficile à faire passer. Oui, c'est très difficile parce que nous avons un système de retraite par répartition. Alors, disons-le, c'est un système très généreux, c'est un système très coûteux, 14% du PIB, la moyenne des pays développés de l'OCDE, c'est 8%, donc on a un très beau système, mais ce système, il n'est pas toujours perçu comme étant une solidarité entre générations. Retraite par répartition, les retraités d'aujourd'hui on voit leur pension payée par les actifs d'aujourd'hui. Donc, on se dit, c'est ma retraite, c'est-à-dire le sentiment que c'est tout le travail que l'on a fait qui produit la retraite que l'on a. J'y ai droit puisque j'ai cotisé. Exactement. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est temps de dire aux Français, on va changer, on va passer à la retraite par capitalisation. Comme ça, vous mettrez de l'argent de côté, ça sera pour votre retraite, chacun sera responsable de lui-même. Au prix d'un effritement grave de la solidarité entre générations. C'est le chacun pour soi. Et là, c'est le chacun pour soi. On a raté une occasion, avec la retraite par points, dernière réforme, de changer de système en restant dans la solidarité. Oui, c'était une bonne idée, le système par points. Alors là aussi, un peu une usine à gaz vue d'en haut, un système unique, alors qu'on peut avoir un système universel avec des dispositifs divers, une gestion par l'État, une gestion étatique du régime. Alors que là aussi, ailleurs dans le monde, on a des systèmes de retraite où c'est pas forcément l'État. L'État a un devoir de garantir une assistance aux plus démunis. A-t-il le devoir, la mission, réponse non, de gérer les retraites de monsieur et madame tout le monde? Réponse non. Les intéressés sont bien capables, dans un pays ouvert, une social-démocratie, une économie de marché, d'organiser par eux-mêmes leur retraite. Est-ce qu'il faut changer des choses dans l'entreprise? Qu'est-ce que l'entreprise peut changer pour que les gens aiment leur travail et n'aient pas envie de partir dès que c'est possible? C'est pas qu'une question de salaire. Non, c'est vaste problème, vaste question, vaste sujet. Pourquoi va-t-on travailler? Qu'est-ce qui fait la performance d'une entreprise? D'abord, la recherche de la performance, effectivement. La recherche de l'excellence. À tous les niveaux dans l'entreprise, il faut, et la formation est importante, des personnes qui aient les bonnes compétences au bon moment. Et puis l'autre point, c'est le point le plus important, la passion de son métier, la motivation au travail. Et ça ne se mesure pas en argent, ça se mesure en climat social. C'est la raison pour laquelle les managers, les représentants du personnel, les directions ont besoin de donner un sens profond et dans la durée à l'acte réalisé au travail chaque matin. Le droit à la paresse, célébré par Sandrine Rousseau, vous semble-t-il une réalité, une revendication qui monte chez les jeunes? Non, c'est gentil, c'est aimable, ça renvoie à des vieux textes, le droit à la paresse. L'éco-Sophie, etc. Exactement. Non, le droit à la paresse. Vous savez, quand Sandrine Rousseau a relancé cette formule l'été dernier, elle s'est heurtée aussitôt à quelqu'un qui connaît très bien ce qu'est le monde du travail, c'est Fabien Roussel. Patron du Parti communiste. Secrétaire du Parti communiste, qui a dit non, attendez, le travail c'est une valeur. Alors, le marxiste va dire, le travail nous aliène, nous sommes aliénés au travail, mais ce n'est pas une critique du travail. Dans Marx, il y a de très belles pages sur la valeur du travail. C'est une critique du capitalisme organisé. Exactement, c'est-à-dire l'aliénation de l'homme au travail, mais pas le travail en tant que valeur négative. Eh bien Bernard Vivier, merci infiniment. On pourra en parler des heures, c'est un monde passionnant.